Il a été inspecteur académique régional dans plusieurs académies. Il est aujourd'hui invité en qualité d'historien, d'agrégé d'histoire pour un livre intitulé 20 intellectuels sous l'occupation. Laurent Wetzel, bonjour. Bonjour Martial Bild. Qu'est-ce qu'un intellectuel à vos yeux? Vous dites que ce sont des lettrés qui s'engagent même au péril de leur liberté ou de leur vie. Oui, c'est ça. Depuis l'affaire Dreyfus, les intellectuels, dans le paysage culturel français, c'est une partie de la population lettrée, universitaires, journalistes, écrivains, voire clercs, qui s'engagent dans le débat et le combat politique, parfois au péril de leur liberté ou de leur vie. Et vous avez fait le choix de 20 intellectuels sous l'occupation, des résistants aux collabos, et on va faire cette liste ensemble. Pourquoi 20? Pas 30? Pourquoi 20? Parce qu'il faut choisir. Et puis parce que 8, 4, vous voyez, il y avait une espèce de symétrie. Et puis aussi, parce que je ne voulais pas que mon livre soit trop long à lire. Donc chacun de mes portraits fait une dizaine de pages, ce ne sont d'ailleurs pas des biographies, une dizaine de pages avec des récits, des propos parfois peu connus. Et ainsi, 20 fois 10, vous voyez, avec les blancs, on arrive à 220 pages. Ça se lit facilement. Voilà, 220 pages aux éditions du Rocher ou sur la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Sous l'occupation, des intellectuels donc choisissent, vous l'avez dit, on le voit sur le titre, la résistance, la collaboration, l'attentisme aussi, bien sûr. Est-ce que ce sont des choix qui s'imposaient à ces 20 personnes, des choix mûris, ou parfois le fait tout simplement du hasard des entourages? Oui, il s'impose d'une certaine façon, mais il y en a quand même qui, avant-guerre, étaient dans un camp et puis changent complètement de camp quand la guerre éclate, quand la France est vaincue. Mais de toute façon, ils s'engagent les uns et les autres pour la libération de la patrie. Curieusement, les collabos, c'est pour le salut de la patrie, mais dans une France hitlérienne, voire dans une Europe hitlérienne. Les résistants, ils s'engagent pour la libération de la patrie, pour la libération de la France, pour la libération de la France historique, telle que les rois et les républiques l'ont faite. Est-ce que c'est vrai ou c'est une vue de l'esprit de dire que certains sont allés à Londres, auraient pu aller sur le front de l'Est, ou sont allés sur le front de l'Est et auraient pu aller à Londres, mais ce sont les entourages, les événements qui ont choisi pour eux? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Non, parmi les intellectuels, il y en a assez peu. Vous voyez, Joseph Darnan, qui a failli partir pour Londres et qui finalement est entré dans la collaboration, c'est assez rare. Ce n'était pas un intellectuel. Mais les intellectuels, même s'ils ont été pacifistes au début de la guerre, ils ne le sont pas. Et là, ils s'engagent dans un camp parce qu'ils ont, je le répète, une certaine idée de la patrie qui dépasse de très loin l'idée qu'ils peuvent avoir de la République. Je prends le cas de Marc Bloch. Marc Bloch, dans son testament, écrit « Je meurs comme j'ai vécu en bon français » et être un bon français, pour moi, c'est vibrer au souvenir du sacre de Reims et c'est écouter, ce n'est pas écouter sans émotion, le récit de la fête de la Fédération. Et la Fédération, c'est encore la royauté. Alors, je vais reformuler ma question autrement. Avant de porter notre regard donc sur ces 20 intellectuels choisis par vos soins, peut-on les tenir tous vraiment responsables de leurs propos ou de leurs actes? Regardez, en 2020, on voit qu'il y a des intellectuels qui ont du mal à résister, à ne pas collaborer à la censure radicale, celle qui est exprimée par la gauche dans les universités, dans ce monde intellectuel. On voit bien que cette période que nous vivons, elle n'est pas celle des héros. Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas dans la même situation? Est-ce que ces intellectuels ne sont pas tout simplement dépassés par les fracas de l'histoire, tétanisés? Écoutez, je pense qu'il y a bien peu d'intellectuels dans la société actuelle et que s'il y a quelques intellectuels, je ne les nommerai pas, ce sont pour la plupart des timorés qui changent d'avis au gré du vent, de la mode, par carriérisme. Et ce n'est pas le cas la Seconde Guerre mondiale? Non, il y a peut-être un cas, c'est le cas de Marcel Déat, qui avait été ministre peu avant le Front populaire et qui, durant la guerre, aurait bien redevenir ministre, président du Conseil même, à la place de Pierre Laval, mais ce n'est pas la raison profonde de son engagement.
Alors, s'il fallait mettre les intellectuels dans des cases, et il y en a pendant la guerre qui ont fait le choix donc de la résistance, bien sûr, mais là encore, c'est un monde très différent des communistes, des gaullistes. Est-ce que les engagements, par exemple, d'un Pierre Brossolette ou d'un Jacques Soustel sont les mêmes ? Les communistes, vous savez, ils n'entrent dans la résistance qu'après l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Donc, dans un premier temps, ils sont collabos et ils ne m'ont pas particulièrement intéressé. Pierre Brossolette, en revanche, Pierre Brossolette, c'est un résistant qui vient du Parti socialiste. Jacques Soustel vient de l'extrême gauche, mais à partir de l'invasion de la France, il s'engage tout de suite dans la France libre. Pierre Brossolette entre dans la résistance dès l'automne 1940 et Jacques Soustel envoie un télégramme de ralliement à la France libre au général de Gaulle depuis le Mexique dès juillet 1940. C'est-à-dire que leurs positions politiques, de politique intérieure, sont, au moment du désastre, transcendées par ce qu'ils ont pu être auparavant. Il y a aussi parmi ces intellectuels engagés dans la résistance, il y a un philosophe, un intellectuel de grande dimension, il s'agit de Simone Veil, la grande de santé délicate tout au long de sa courte vie. Simone Veil, elle s'engage dans la résistance sans hésitation, même si l'épreuve va dépasser ou dépasse réellement ses forces. Oh non, elle ne s'engage pas ainsi dans la résistance. Elle est de la promotion de Robert Brasillac, agrégé de philosophie. Elle est totalement pacifiste jusqu'en mars 1939, jusqu'à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes allemandes. Mais ultra pacifiste. Elle avait été l'élève d'Alain, qui est en Cagne, Henri IV, qui était ultra pacifiste. Et elle approuve totalement les accords de Munich. Et puis, à partir de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes allemandes, alors elle dit là, les Allemands sont les ennemis de toutes les nations de la Terre, et elle entre dans la résistance. Lorsqu'avec ses parents, elle est contrainte de partir pour les États-Unis, elle n'a qu'une idée, c'est revenir en Angleterre, elle y parvient, et être parachutée en France. Mais les résistants de France trouvent que cela dangereux, elle est frêle, elle est myope. Elle est malade. Alors, elle n'est pas immédiatement malade, mais le général propose un projet d'infirmière de première ligne. Le général de Gaulle dit c'est de la folie, il ne cherche pas à la rencontrer. Et puis, effectivement, elle est atteinte de tuberculose et elle meurt baptisée. Et il y a 7 personnes à ses obsèques religieuses. Mais il n'empêche que pendant son séjour à Londres, elle écrit jour et nuit, et elle écrit des grandes œuvres philosophiques, en particulier l'Enracinement. Un des grands philosophes du XXe siècle. Oui. Avec une vie de... Elle meurt à quel âge? 35 ans, 36 ans? Oui, elle meurt, en 1943 en tout cas. Hein, elle est... Si, dans le choix de vos intellectuels, cette fois-ci, non pas résistants, mais collaborationnistes, il y a des profils là encore bien différents. Parce que quel est le point commun entre le cardinal Baudrillard, qui est engagé contre le communisme et qui meurt en 1942, et le militant socialiste Marcel Déat? Bon, je ne vous dirai pas qu'ils sont normaliens tous les deux, parce qu'il se trouve que je le suis, je ne veux pas être obsédé par la catégorie des normaliens, même si on a 13 sur 20 dans mon livre, mais un peu de tous les côtés. Donc, Baudrillard est un grand prélat qui est totalement anti-hitlérien avant la guerre. Il traite Hitler de démon, de canaille, de brigand, et Marcel Déat ne cesse de parler du danger nazi, du danger raciste d'Hitler. Et puis, la défaite arrive. Et l'un et l'autre se retrouvent du côté d'Hitler. Mais ils vont très à fond. Le cardinal Baudrillard parle des grandissimes discours d'Hitler au Reichstag. Il le voit inspiré par la Providence. Marcel Déat dit que l'Europe doit prendre comme guide Hitler, comme guide de la révolution européenne, de cette révolution totalitaire.
Mais qu'est-ce qui amène ces personnalités influentes, intellectuelles, remarquables, l'intellectuel pour Cardinal Baudrillard, de changer de point de vue de manière aussi... Même l'autre Marcel Déat est un remarquable intellectuel, c'est souvent l'anticommunisme. Même pour Déat. Ah oui, même pour Déat. Rappelez-vous qu'il subit son premier attentat, il y a Pierre Laval aussi, parce qu'il il va bénir, si je puis dire, le départ de volontaires dans la LVF. Si être intellectuel, c'est s'engager dans le débat et le combat politique au péril de sa vie, je reprends les termes qui sont dans votre livre et que vous avez évoqués à l'instant, alors nul doute dans ce cas-là que deux écrivains comme Robert Brasillac et Drieux-La Rochelle sont de grands intellectuels parce que eux, ils sont allés jusqu'au bout de leur vie. L'un a été exécuté, Brasillac, l'autre s'est suicidé, Drieux-La Rochelle. Cela les rapproche finalement ? Oui, ça les rapproche, mais bon, Brasillac, c'est clair, il était Action française, ensuite il s'est rapproché d'Hitler, ne serait-ce qu'en raison de son antisémitisme, et parce que pour lui, l'hitlérisme était consubstantiel au fascisme, et parce que finalement, comme il le dit, il est devenu collaborationniste de cœur. Il se prend d'affection pour les soldats allemands. Donc évidemment, ça lui vaut un procès pour intelligence avec l'ennemi, et le général de Gaulle refuse de le gracier en écrivant dans ses mémoires « Le talent, comme en tout, est une marque de responsabilité ». Enfin, c'est ce qu'a à peu près dit le général de Gaulle. Alors, Drieux-La Rochelle, lui, c'est un étrange phénomène, si je puis dire, du point de vue politique. Il est au Parti populaire français avant la guerre. Il devient complètement hitlérien au début de la guerre. Hitler est mon idéal politique. Et puis, voici qu'il devient un stalinien intégral. Pour finir, effectivement, il se suicide en disant « Ben oui, j'ai été un traître, je suis accusé d'intelligence avec l'ennemi, mais c'est parce que l'ennemi n'a pas été intelligent. » Bon, tout ça est un peu surprenant, avec d'ailleurs un antisémitisme obsessionnel, voire obscène. Obsessionnel, obscène, mais qui n'empêchera pas d'aider. Oui, qui ne l'empêchera pas d'emblée d'aider un certain nombre de juifs, dont son ancienne femme, Colette Géramec, dont il dit qu'il n'a pas pu j'ose pas le dire sur une antenne de télévision. Et puis, il la sauve, et puis ensuite elle le sauve, enfin. Puis il a sauvé d'autres juifs. Robert Brasillac, c'est quand même plus compliqué. Hein. Il avait dit, les Juifs, il faut s'en séparer en bloc et ne pas garder les enfants. Il est resté antisémite jusqu'à son procès. Il savait ce que ça pouvait lui coûter. Donc Robert Brasillac, lui, c'est vraiment un antisémitiste à la fois viscéral et doctrinal. Alors plutôt que vous intéresser aux intellectuels qui ont été attentistes, ils ont été sûrement les plus nombreux en cette période. Alors c'est Pompidou qui, en pleine guerre, écrit à un ami, à moi, la Tour d'Ivoire. Alors, vous évoquez les figures d'intellectuels ambivalents. C'est-à-dire que vous citez, par exemple, ça c'est une première surprise, parce que je ne suis pas convaincu que tout le monde le sait, vous citez Jean-Paul Sartre, qui lui affirme n'avoir jamais été plus libre que sous l'occupation allemande. C'est la résistance au café de Flore. Phrase à laquelle moi je n'ai jamais rien compris. Qui est une... Vraiment, hein. Surtout, il dit, nous les Juifs qui avons été déportés. Je ne sache pas que Jean-Paul Sartre ait été déporté. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait jouer les mouches, puis huis clos, avec l'autorisation de la propagande Stapel. Mais ensuite, il a participé à l'établissement de la liste noire de 1944, la liste noire qui prohibait les ouvrages, qui interdisait qu'un certain nombre de livres et d'articles écrits par des collaborateurs figurent dans les librairies. Donc il est un peu de tous les côtés. Est-ce que aujourd'hui, Sartre, c'est pas quelqu'un qui mériterait d'être censuré au même titre que le sont des Brasillac? Alors il a voulu passer après la guerre pour le grand homme de la résistance intellectuelle, à partir de données un peu douteuses. Et longtemps, il est passé pour un homme de la résistance intellectuelle. Aujourd'hui, il est oublié.
Quasiment. Oh, On l'étudie moins. oui. On l'étudie moins. Vous Oui, avez été si. inspecteur régional, vous savez que Sartre, c'était, Oui. comme le pain sur le beurre, indispensable, des deux côtés même. Et là, Oui. disparu. Alors Sartre Ou est presque. oublié. C'est En une bonne nouvelle, revanche, non son adversaire idéologique, Raymond Aron, ne l'est pas. Et Raymond Aron j'ai dit qu'il était ambivalent aussi parce qu'il s'engage immédiatement dans la France libre, mais il écrit ensuite que l'armistice devait être signé, que l'appel du 18 juin 40 ne donne au général de Gaulle aucune légitimité, et que les tenants de la Révolution nationale en 40-41 ne sont pas tous des traîtres. Alors ils avaient quand même soutenu les 2 statuts des Juifs. Vous avez fait le choix aussi des présidents de la République importants, de la Ve République. Vous avez cité à l'instant Georges Pompidou. Et puis il y a quelqu'un aussi qui est essentiel, c'est François Mitterrand, dont les contempteurs disaient Mitterrand. Oui, alors François Mitterrand, je l'appelle Morland le franciscain, parce que Morland, c'était son pseudonyme dans la Résistance, et le franciscain, c'est parce qu'il a porté la francis du maréchal Pétain. Lui, évadé de son stalag, début 41, à Vichy, il participe à l'élaboration de listes de gaullistes, de communistes, d'antinationaux. Et dans le centre des prisonniers de guerre, dont il s'occupe à Vichy, il s'occupe de la propagande. Et puis, il porte donc la francisque, il l'a demandé. Pour porter la francisque, il fallait se donner à la France comme le maréchal Pétain, se donner au maréchal Pétain comme le maréchal Pétain s'était donné à la France. Donc ensuite, il devient résistant. Il est arrêté par la Gestapo à Vichy, début novembre 1940. Il va à Alger, il rencontre le général de Gaulle, entretien enrageux. Ensuite, il rencontre Giraud. Ensuite, il revient à Alger. Finalement, il a rencontré en quelques mois Pétain, Giraud et de Gaulle. Alors, il s'entend pas très bien avec de Gaulle à la Libération, et puis finit à la Libération par figurer sur une liste très très anticommuniste, qui rejoint finalement ses amours de l'avant-guerre, ce qui ne l'empêche pas ensuite d'être élu président de la République avec le soutien du Parti communiste. Donc tout ça est un peu sinueux. Et on va lui reprocher tout au long de sa carrière politique, puis tout au long de ses mandats politiques, d'avoir eu une attitude ambivalente. Ah oui, totalement. Alors, il l'a parfois nié. En 1954, il a déclaré à l'Assemblée nationale, il était le ministre de l'Intérieur de Mendès France, « Je n'ai jamais porté la francisque ». Alors, Raymond Drône, compagnon de la Libération, a dit « Mais si, monsieur Mitterrand, vous l'avez porté ». Et c'était de notoriété, si je puis dire, politique et historique. Et cette fameuse photo Alors la le maréchal photo, Pétain. ce n'est pas le maréchal Pétain qui lui remet la francisque. Dans le cadre de ses fonctions à Vichy, il rencontre le maréchal Pétain et il y a la photographie qui est à la une de l'ouvrage de Pierre Péan, le biographe de François Mitterrand. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que Mitterrand a accepté de révéler la réalité de ce qu'il avait fait. Oui, puisqu'il a... Je crois que Pierre Péan est allé découvrir cette photo dans les archives, sans vraiment que François Mitterrand la lui fournisse. Voilà. Oui, un mot quand même sur la francisque. Mitterrand avait déclaré « Je fais don de ma personne au maréchal Pétain, comme le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France ». J'ai commis un lapsus tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le corriger. Et on avait le numéro de la francisque, alors tous les anti-Mitterrand et puis il y avait le nom numéro. Des parrains, et les parrains étaient d'anciens cagoulards. Maintenant, chez les cagoulards, il y en a qui sont devenus un mouvement anticommuniste clandestin avant-guerre, il y en a qui sont devenus vichistes, résistants ou collabos. Est-ce qu'à la fin de la guerre, certains clivages, qu'on le voit bien, qu'on considère comme étant des fossés infranchissables, finalement se sont refermés? On voit que des gens intellectuels qui avaient choisi la résistance sont venus en aide ou ont plaidé la cause d'écrivains collaborateurs comme Brasillac. Est-ce que les ponts se sont reconstruits ou... Oui, je ne sais pas s'ils ont vraiment plaidé en faveur de Brasillac, qui ne voulait pas qu'il soit fusillé. Le Jacques Isorni, maître Isorni, qui défendait Brasillac, a dit aux jurés la justice n'a pas le droit de fusiller des âmes. Très belle formule, du reste, très beau morceau d'éloquence.
Je ne vais pas être très désagréable pour Maître Isorni, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, puisque quand on fusille toujours des âmes. Mais donc, aux yeux de tous les écrivains qui ont plaidé pour la grâce, il s'agissait surtout qu'on ne fusille pas un grand écrivain. Quant à Georges Pompidou, il a essayé de faire rentrer dans la fonction publique, d'où il avait été un peu exclu, Jean Guiton. Donc le général de Gaulle Georges Pompidou était plutôt indulgent. Il faut dire que lui, qui avait raconté qu'il était résistant en puissance, c'était une notion un peu complexe. On est en 2020, bientôt en 2021, on est en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, les intellectuels, on voit bien ces nouvelles formes de totalitarisme qui nous touchent, l'islamisme, le relativisme, tant de choses totalitaires qui nous censurent et nous privent de liberté. Est-ce que finalement les intellectuels, ils sont pareils qu'en 40 ? Il y aura des résistants, il y aura des collaborationnistes, il y aura des collabos, il y aura des attentistes, il y aura des ambivalents. Voilà, le monde Alors, est je vais ainsi peut-être vous fait. surprendre, mais je trouve que de nombreux intellectuels français aujourd'hui s'opposent à l'islamo-gauchisme. En revanche, alors là, de nombreux intellectuels ont approuvé le pacte germano-soviétique, ont approuvé Staline. Et il y avait parmi eux de nombreux intellectuels, et en particulier de nombreux normaliens, qui ont envoyé au Kremlin, à la mort de Staline, par dizaines, un message d'affliction, de condoléances immenses en apprenant le décès du génie des peuples. Est-ce que ça, on peut les catégoriser aussi comme des intellectuels collabos, finalement ? Ah ben oui, la collaboration avec le communisme et l'Union soviétique, c'était pas rien. Qui est-ce qui symbolise le mieux cela ? Eh bien, écoutez, Jean-Paul Sartre était déjà bien parti pour le symboliser, parce que c'était quand même le philosophe le plus connu dans notre pays. Et alors lui, il est devenu pro-communiste, comme on peut l'imaginer, avec Simone de Beauvoir, qui, durant la guerre, avait parlé à Radio Vichy. Simone de Beauvoir, personnalité non attentiste, plutôt ambivalente ou attentiste ? Oui, ambivalente à certains égards. Voilà une intellectuelle qui n'a pas fait normal. Si, normal non, mais elle a été reçue première, je crois, à l'agrégation de philosophie, mais elle n'a, je ne sais même pas si elle a présenté le concours de l'école normale. Mais enfin, vérifier. Oui. Mais enfin, il y a des normaliens qui ne valent pas grand-chose voilà. Enfin, je ne dirais... On va pas donner la liste. Ça sera pour un prochain livre. Les normaliens qui ne valent rien. D'ailleurs, moi, je ne veux pas me classer parmi les meilleurs. Voilà, les normaliens qui n'ont rien fait, ça pourra faire un livre de 220 pages sur « Suis convaincu ». Merci beaucoup, Laurent Wetzel, pour cet ouvrage « 20 intellectuels sous l'occupation, des résistants au collabo », en passant, vous l'avez bien compris, par les attentistes ou les ambivalents. Merci pour ce point d'histoire. Merci. Merci à vous, Martial Bild.